La nutrition, c'est un métier qui est lié à la santé, qui est lié aux études. Et les études, ça bouge, ça change. Ce qu'on a appris hier, c'est faux demain, etc. Donc, il faut vraiment avoir ce mindset de toujours évoluer et de jamais prendre pour acquis. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de professionnels de la nutrition qui étaient diplômés et qui derrière n'arrivaient pas à vivre de leur activité. Et si je prends mon exemple, on était 25 ou 30 dans ma classe, on est peut-être 3 ou 4 à vivre en tant qu'indépendant. Et toi, justement, c'est quoi qui t'a aidé à faire péter toutes ces barrières, toutes ces croyances limitantes? Ça a été tout simplement de... Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui, j'accueille Hugo Bachmann, un coach sportif et diététicien nutritionniste spécialisé dans le sport. Il a également cofondé NutriPlus, le Netflix de la nutrition, autrement dit une application qui contient plus de 25 heures de masterclass vidéo sur la nutrition. Mais ce n'est pas tout. Tout au long de son parcours, il a fait un constat important. La majorité des professionnels de la nutrition peinent à vivre de leur activité une fois diplômés. En effet, ils ont beau avoir des compétences solides, ils ne sont pas formés à comment développer une patientèle stable et régulière. Aujourd'hui, il nous livre tous ses secrets pour pallier à cela et réussir à développer une activité pérenne. Parmi tout ce que vous allez découvrir dans cet épisode. Quelle alimentation faut-il adopter la semaine précédant une course? Comment gérer son alimentation en course en fonction de la durée de l'effort? Comment choisir sa boisson d'effort? Quelle est la mission de NutriPlus, le Netflix de l'alimentation? Les 4 leviers à actionner pour réussir à vivre de son activité en tant que nutritionniste indépendant? Et bien d'autres choses encore. Et pour finir, comme d'habitude, il nous racontera une anecdote sur son premier triathlon. Un Alpha Ironman fait en seulement 3 semaines de préparation. Sur ce, je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Hugo Bachmann. Et bonjour Hugo, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Elodie, enchanté, bonjour tout le monde. Est-ce que je peux te laisser te présenter pour démarrer s'il te plaît? Bien sûr. Bonjour à tous, encore une fois, je m'appelle Hugo Bachmann. À l'instant T, j'ai 24 ans, je vais sur les 25. Et de métier, je suis coach sportif et diététicien nutritionniste du sport. Donc j'ai étudié l'entraînement du sport, la science de l'entraînement, pardon, et de la nutrition pendant 5 ans. Et du coup, aujourd'hui, je travaille à mon compte. Je suis coach sportif et diététicien à distance en ligne. 100% de mon activité se fait à distance. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je fais ma valise pour Bali parce que je pars vivre 6 mois en Indonésie. Donc, c'est l'avantage de pouvoir travailler un peu d'où on veut. Et du coup, voilà, je suis 100% à mon compte et j'accompagne les athlètes hybrides qui cherchent à devenir forts et endurants, notamment grâce à la musculation et la course à pied. Donc, on va dire que ça représente la majorité de mon temps. L'autre majorité, on va en parler aujourd'hui, c'est du coup ma double casquette en tant que cofondateur de NutriPlus. Si vous connaissez pas encore l'application, elle comprend plus de 25 heures de masterclass vidéo en nutrition. C'est clairement le Netflix de la nutrition aujourd'hui. Et avec du coup Lila Lamani, avec qui je suis associé, on est tous les deux cofondateurs. Et c'est un super projet dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Ok, et bah écoute, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter toi personnellement, c'est quoi un petit peu ton histoire avec le sport? Et voilà, c'est quoi, qu'est-ce qui t'a plu dans les sports d'endurance en particulier? Comment tu y es venu? Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Ouais, bien sûr. Pour faire simple et pour faire concis, j'ai toujours fait du sport, donc j'ai démarré à mes 4 ans, j'étais déjà licencié au foot et au judo, donc très sportif depuis tout jeune, et surtout j'ai toujours aimé tout faire finalement. C'est pour ça que cette notion d'athlète hybride qui est à la mode aujourd'hui, finalement moi elle me correspond depuis le début. J'ai commencé par faire une dizaine de sports collectifs et individuels, que ce soit des sports de combat, 8 ans de football, du rugby, du tennis, j'ai vraiment touché à tout. Je crois que le basket et le hand, c'est les deux seuls sports que j'ai pas essayé encore. Et après ça, du coup, j'ai commencé à me préparer pour les sélections du Dust Métier de la Forme pour devenir coach sportif. Donc j'ai abandonné la boxe, je suis passé sur de la muscu, et ensuite pendant 2 ans, clairement, on tournait à 10-15 heures de sport par semaine entre les cours qu'on donnait en salle de sport, les cours qu'on recevait à la fac, plus les entraînements à côté. Donc de 2018 jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais arrêté la muscu, j'en ai toujours fait. Et 2 ans après le Dust, ouais, j'ai commencé mes premières compétitions de force athlétique. Et par la suite, parce que j'en avais marre d'être uniquement axé sur la force, on s'est lancé le défi avec un pote de faire un premier triathlon. Et de fil en aiguille, on en est arrivé à faire un premier L, un premier Ironman. Et depuis, du coup, je touche à tout. Je fais de la musculation et du triathlon et de la course à pied. Ok. Niveau alimentation, toi qui as touché un petit peu à tout justement au niveau du sport, ce sont quoi les principales différences qu'il y a d'un sport à un autre?
que ce soit au niveau du total calorique par exemple, de la répartition des macros, du choix des aliments, etc. Et pourquoi? C'est une bonne question. Déjà, je pense que la première chose qui change, c'est au niveau du comportement alimentaire. Je prends l'exemple d'un culturiste qui va faire plutôt des sports de force et donc beaucoup de musculation. Lui, son sport, c'est 24-24, 7 jours sur 7, du lundi matin au dimanche soir. Le moindre aliment qu'il va ingérer va avoir un impact sur la suite. Donc, on va avoir une part d'alimentation qui va être ultra importante au niveau des résultats. Je prends un triathlète qui s'entraîne pour un Ironman. Il a tellement de dépenses énergétiques qu'il pourrait manger un Snickers tous les jours, ça ne lui changerait rien. Donc déjà, il y a le comportement alimentaire qui change. Je pense que c'est pas la même pression. Il y en a un qui a besoin de tout optimiser pour notamment l'apparence physique, l'autre qui a surtout besoin de manger assez pour récupérer. Et la deuxième chose, ouais, ça va être vraiment la répartition et les stratégies qu'on va utiliser. Euh, Quand on est culturiste et qu'on est amené à faire pas mal de sèches, on va plutôt jouer par exemple sur le volume alimentaire, qui va être du coup important pour manger le plus possible et éviter de crever la dalle toute l'année. Par contre, quand on fait un Ironman, c'est l'inverse. On va essayer de manger le plus facilement possible parce que c'est très facile de dépasser les 4000 calories par jour. Et pour ça, il faut les bonnes stratégies. Ok. Mais si on parle du coup plus spécifiquement alimentation du coureur, du sportif d'endurance, ce serait quoi un petit peu les bases à respecter au quotidien, justement quand on a un volume d'entraînement assez élevé et peut-être les erreurs justement à éviter? Ouais, alors si on fait un focus du coup sur l'endurance, et d'ailleurs c'est comme on se le disait juste avant de démarrer, c'est là où il y a le plus gros potentiel finalement avec la nutrition. Quand on fait un soulevé de terre, ça dure quelques secondes, c'est pas là où la nutrition va jouer énormément. Par contre, quand on part sur 10 heures, 12 heures d'effort pour l'Ironman, là, le potentiel est énorme. Si on s'intéresse du coup à la nutrition d'entraînement et pas encore de compétition, bah finalement il y a deux choses à prendre en compte. Un, c'est l'apport calorique. Deux, c'est l'apport en nutriments. Donc déjà savoir à peu près combien de calories on dépense pour savoir combien de calories apporter et bien récupérer, ne pas se blesser, continuer de progresser. Et deuxième chose, comment est-ce qu'on répartit ces nutriments avec les macros pour, un, avoir un apport en protéines suffisant pour conserver sa masse musculaire. Quand on fait 10 heures d'endurance par semaine, c'est très facile de perdre du muscle. Et pour ça, du coup, en endurance, moi, ce que j'aime bien mettre comme repère, c'est 1,6 grammes par poids de corps. Donc si je fais 100 kilos, je prends à peu près 160 grammes de protéines. En lipides, je me mets plutôt haut. Je suis à peu près aux alentours des 1,5 de poids de corps. Parce que comme c'est assez calorique les lipides, plus de deux fois plus que les protéines et les glucides, bah, ça permet d'avoir des calories facilement quand on doit manger beaucoup. C'est très pratique. Et le reste, du coup, je le complète par les glucides. Donc tu vois, d'abord, on trouve l'apport calorique. Ensuite, on met les bons apports en protéines, les bons apports en lipides. Et tout le reste, finalement, c'est les glucides qui viennent compléter la ration. Ok. Et du coup, en termes de quantité, est-ce que tu recommandes plutôt de se fier à son intuition ou à quel point on doit se baser sur, sur des recommandations justement issues d'études scientifiques ou d'observations empiriques? Est-ce que déjà on peut compter sur l'intuition ou est-ce que justement l'entraînement peut biaiser un petit peu tout ce qui va être sensation de faim, de satiété, ce genre de choses? Je pense que l'entraînement peut biaiser. Et d'ailleurs, je crois que le sport a un effet anorexigène. On peut du coup manger moins avec des activités sportives régulières dans la semaine. Donc c'est important, surtout quand on s'entraîne beaucoup. Je parle pas de 2 ou 3 séances par semaine, mais de vraiment de grosses préparations sportives pour du longue distance, notamment en endurance. Là, il faut parfois se forcer à manger un peu en se tenant à un nombre de repas précis et en les composant correctement et avec les bonnes quantités. Parce que ça peut être très facile d'accumuler une dette énergétique et d'accumuler la fatigue, puis les blessures, les contre-performances, etc. Ok, ouais, t'allais Donc je pense ajouter que ouais, quelque chose? tout dépend du volume et des dépenses de chacun. Pour le commun des mortels, on peut se fier beaucoup plus à l'intuition. Pour quelqu'un qui a une énorme dépense calorique, il va falloir tenir un certain rythme si on veut garder la dynamique. Ok, et ce serait quoi du coup les premiers signaux d'alarme qui indiqueraient qu'on mange pas assez, qu'on a vraiment une dette énergétique trop importante? Je pense notamment à des, voilà, des marathoniens ou des ultra-trailers qui ont vraiment une dépense qui est énorme et qui peuvent se retrouver facilement avec des déficits de 1000, 2000, 3000 calories par jour. Ce serait quoi un petit peu les, ouais, les premiers signaux d'alarme à ce niveau-là? Déjà, il y a le signe de la faim. Quand on a faim un peu plus que d'habitude au quotidien, ça montre peut-être que finalement on mange pas assez. Quand on a faim, c'est qu'on est en déficit, c'est que le corps réclame, et du coup ça peut être un premier signal. Le deuxième, ça va être une fatigue qui va s'installer. On est un peu plus fatigué quand on se lève le matin, ça montre qu'on récupère moins bien, on est un peu plus fatigué à l'entraînement. Et troisième signal, peut-être les performances aussi. On est un peu moins performant, et ça peut s'aggraver du coup dans le temps.
OK. Du coup, selon toi, ce serait quoi qui serait à privilégier? Ce serait on va dire la qualité des aliments, de ce que ou des boissons d'ailleurs, de ce que tu ingères, ou le total calorique? Tu vois? Je pense par exemple à Maxime Lopez, que j'ai reçu il y a quelque temps dans le podcast et qui nous disait que quand il était dans ses grosses semaines de marathon, bah, s'il voulait atteindre son total calorique, il était obligé de supplémenter en Coca, en Kinder Bueno et ce genre de choses. Toi, ce serait quoi un petit peu ton avis là-dessus? Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est ça qui est cool avec l'endurance, c'est que comme tu as une dette assez importante qui n'est pas facile à obtenir, on peut se permettre de faire des écarts au quotidien. Ça peut être un flan à la boulangerie quand on rentre de sa sortie vélo. Tu vois, il y a plein d'exemples comme ça. Euh, Si jamais tu essaies de manger vraiment clean à 100%, ça va être très difficile ou alors il faut une organisation sur mesure, ce qui n'est pas le cas pour 95% des gens qui travaillent, qui ont un quotidien et où les aléas t'empêchent finalement de manger clean 100% du temps, tu vois. OK. Du coup, par rapport à d'autres métriques, selon toi, où se situe, l'alimentation en termes d'importance? Que ce soit en termes de prédiction de la performance, mais aussi en termes de santé, prévention des blessures, par exemple, par rapport à d'autres éléments comme l'entraînement, le sommeil, le mental, par exemple? Moi, j'aime bien dire que c'est 100% sport, 100% nutrition, 100% sommeil. Parce qu'on dit souvent les résultats, c'est 20% au sport, 80% dans l'assiette. Et j'aime pas trop cette petite phrase-là parce que on accorde plus d'importance à l'un qu'à l'autre, alors que finalement, ils sont tous aussi importants. La base des bases, on le sait, c'est l'entraînement. T'as beau manger et dormir comme un dieu, si tu t'entraînes pas, tu crées pas de stimulus, donc t'auras pas de progression. Il y a des gens d'ailleurs à haut niveau qui se performent et qui se blessent pas, c'est incroyable, je sais pas comment il fait. C'est là où on voit que les chances ne sont pas pareilles de tous les côtés, qui s'entraînent et qui mangent très mal, qui ont une mauvaise hygiène de vie. Alors c'est un mauvais exemple parce que pour certains ça fonctionne, mais pour la majorité en tout cas ça fonctionne pas. Et souvent d'ailleurs ceux qui vont au bout, c'est ceux qui ont assez tôt commencé à maîtriser justement leur hygiène de vie et leur nutrition notamment. Donc finalement, euh, moi je pense que c'est 100% sport, 100% sommeil et 100% nutrition, sachant que ils ont tous un rôle à jouer. Il n'y en a pas un qui est vraiment au-dessus de l'autre, à mon avis. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, moi, je suis plutôt d'accord avec toi aussi, ouais. Et d'ailleurs, quand tu parlais de enfin, qu'il y a la fameuse phrase, 80 dans l'assiette, 20 dans l'entraînement, c'est peut-être plus adapté justement à tout ce qui va être, milieu fitness, musculation, non? C'est vrai que je l'entends moins peut-être dans le milieu de la course à pied ou. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais on va dire que c'est plus facile de faire attention à bien s'entraîner qu'à bien s'alimenter derrière. En général, l'entraînement, ça excite tout le monde, mais derrière, quand faut se coucher plus tôt et se dire, bah, parfois non, je vais pas aller au fast-food parce que j'ai la flemme, non, je vais me faire un truc à cuisiner en rentrant à la maison. Ça, c'est un peu plus dur. Donc, je pense que finalement, dans tous les sports, ça peut toucher un peu tout le monde. Mais oui, les trois ont leur importance. Et j'en ai même oublié un quatrième, ça sera la gestion du stress, qui a aussi un énorme impact. Donc, je pense que c'est quatre leviers à prendre en compte, autant les uns que les autres. OK. Est-ce que tu peux développer justement un petit peu ce 4e, levier, l'impact, du stress et comment est-ce qu'on peut, apprendre un peu à le contrôler? Ouais. Bah, le stress, finalement, on peut le résumer, je pense, comme une émotion. C'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qu'il faut tourner au positif. Et pour ça, il faut déjà, je pense, accepter que on peut ressentir du stress, donc accueillir l'émotion et se dire, OK, maintenant, je vais l'utiliser à bon escient pour que ça me motive et que ça me transcende le jour de la compétition, par exemple. Que ça soit en entraînement ou en compétition, moi, j'ai toujours répondu positivement au stress, par exemple. Par exemple, quand il y a beaucoup de monde sur un événement où que je vais m'entraîner, qu'il y a beaucoup de monde à la salle, ça m'a toujours transcendé d'aller m'entraîner ou de performer dans ces conditions-là, tu vois. À l'inverse, t'en as pour qui ça va faire un peu peur, ça va mettre de la pression, et le stress va devenir plutôt négatif. Donc je pense qu'il faut accepter l'émotion et savoir rebondir avec en se disant, allez, je me fais confiance, si je me suis bien préparé, je vais avoir confiance en moi, et ça va aller. Et OK. du coup, la base des bases, finalement, c'est de bien s'entraîner, de bien réussir sa prépa. Parce que je pense que le stress négatif arrive quand on manque de préparation et quand on manque de confiance en soi. Ouais, c'est vrai. Je pense aussi, ouais. Si on a fait une bonne prépa, tu vois, et qu'on sait que ça va le faire le jour J, avec les bonnes séances clés, normalement, tout roule, ou en tout cas, on a fait tout pour, tu vois. Ça marche. Et si justement on a un imprévu? Tu vois, ça peut arriver là, 2 semaines, de la course, on est malade ou, on n'a pas pu, ouais, il y a eu quelque chose qui est pas allé ou, je sais pas, on a eu, un problème dans le boulot, un problème, par-ci ou par-là, enfin les imprévus de la vie en général. Comment est-ce qu'on Ouais. comment est-ce qu'on gère ça justement selon toi?
Bah, si c'est instantané, il y a une chose qui, je pense, sert à tout le monde, c'est vraiment le travail de cohérence cardiaque et de respiration. Moi, je le fais beaucoup avant des échéances importantes, que ça soit dans le sport ou dans le travail, par exemple. Quand je sais que j'ai un événement stressant qui arrive, même par exemple au cours de la journée, je vais prendre 3, 5, 10 minutes pour travailler un peu ma respiration, faire le vide dans ma tête, faire un peu de la méditation finalement. On essaie de faire du vide dans sa tête pour laisser place à la concentration derrière. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien à l'instant T. Et si on a un imprévu, bah, ça permet de prendre du recul, de souffler un peu, de se dire, ok, c'est pas la fin du monde. Au pire, je suis pas athlète de haut niveau, il y a personne qui m'attend à l'arrivée, il n'y a pas de sponsor. À la base, moi, je me suis inscrit pour le plaisir. Personne m'a forcé à le faire, tu vois, je me suis inscrit pour prendre du plaisir. Donc, bosser un peu sa respiration pour se faire du bien et aussi prendre du recul, je pense que c'est deux beaux conseils si jamais il y a un stress de dernière minute qui s'installe. Ok. Pour revenir à la nutrition et en particulier la micronutrition, ce serait quoi un petit peu les éléments de base justement à respecter pour, le sportif d'endurance? Et à quel moment selon toi ça peut être intéressant de se supplémenter pardon sur tel ou tel minéraux ou sur telle ou telle, vitamine? Ouais, bah, outre les leviers principaux qu'on a cités, c'est-à-dire avoir le bon apport calorique et le bon équilibre dans les macros, d'un point de vue micronutrition, le sportif d'endurance, il faut qu'il pense à saler ses plats s'il le fait pas parce que il transpire beaucoup, donc il perd notamment du sodium. Donc ça va être important. Encore plus que le commun des mortels, il va avoir besoin de magnésium. Donc je pense qu'une complémentation pour 90% des sportifs va être importante. Ça, pareil, c'est un minéral qu'on va pouvoir perdre avec l'entraînement. Et ensuite, peut-être pour les femmes au niveau du fer, faire attention. Donc je pense que ces trois micronutriments à surveiller. Et après, ça va vraiment dépendre de chacun. C'est là où c'est tout l'intérêt de la nutrition et des accompagnements, c'est d'individualiser les prises en charge pour savoir quels sont les besoins de chacun. Mais pour la majorité, je dirais magnésium, vitamine D si comme moi on habite à Paris. Pour les femmes, faire attention au fer et penser à saler ses plats si on le fait pas et qu'on mange plutôt équilibré, pas trop industriel. Parce que même si on l'a beaucoup diabolisé, le sel, on en a besoin en tout cas du sodium pour la contraction musculaire et pour plein d'autres fonctions d'ailleurs. OK. Et du coup Toi, tu pour, te complémentes dans ton activité? non, bah, j'ai fait des prises de sang, justement ce que j'allais te demander, bah, j'ai fait une prise de sang, tout allait bien, donc c'est vrai que je suis pas allé plus loin que ça. Ok. Tout était normal. Justement, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes d'anticiper, on va dire, de se supplémenter justement, ouais, sur le magnésium, par exemple, qui peut, être amené à manquer? Ou est-ce que tu recommandes plutôt de faire des prises de sang régulièrement et de voir, si tout va bien? Bah, outre les bilans annuels au niveau des prises de sang qu'on fait avec le généraliste, je fais pas forcément des prises de sang systématiquement. Je vais le faire quand il y a des signaux d'alarme, mais ce qui est quand même relativement rare chez les athlètes. Moi, ce que je conseille plutôt, c'est de faire vraiment une anamnèse de notre semainier, de ce qu'on mange sur la semaine, et de savoir concrètement ce qui manque à notre alimentation. Moi, quand je l'ai fait, par exemple, je me suis rendu compte que j'avais très peu de poissons gras pour les oméga 3. Et je pensais manger relativement bien, comme c'est mon métier, que je sais à peu près comment bien manger, en tout cas j'espère. Bah, finalement, je me suis rendu compte que, ok, il manquait clairement des petits poissons gras pour les oméga 3. Donc j'en rajoute, et en fonction de ça, du coup, on peut adapter la complémentation. OK. Ce qui est intéressant, puisque c'est pas forcément des choses qui se voient à la prise de sang, me semble-t-il, tout ce qui va être oméga 3, ou si, peut-être? Alors ça, je pourrais pas te dire. Je pense que déjà, quand tu fais des prises de sang, tu choisis aussi quel nutriment tu vas analyser, quel aliment tu vas Ouais, chercher. Donc ça va dépendre de chacun. Mais déjà, si tu commences par la base, c'est-à-dire voir ce que tu consommes au quotidien, ça peut t'aider sur la complémentation derrière. OK. Et prendre outre l'alimentation, moi j'ai des athlètes qui arrivent en accompagnement qui me disent que sur une échelle de 1 à 10, ils dorment super bien, le sommeil, ils le mettent à 10, que le stress, ils le mettent à 0, qu'ils sont pas du tout stressés, qu'ils récupèrent bien musculairement. Bah, quelqu'un comme ça, je vais peut-être pas le complémenter en magnésium. OK. À l'inverse, quelqu'un qui me dit qu'il dort très mal, qui a des réveils nocturnes, que musculairement il a des crampes ou qui récupère pas forcément bien, là on va envisager une complémentation et tester, voir comment ça réagit. OK, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a on va dire des sujets un peu tabous que tu vois souvent parmi, les gens qui viennent te voir, toujours en rapport avec l'alimentation et les sportifs, d'endurance? Si j'en ai un à dire, parce que j'en ai pas un qui me saute aux yeux, peut-être que ça serait le comportement alimentaire. On va dire que tout le monde n'assume pas les écarts du quotidien, et peut-être qu'il y a aussi une crainte de jugement de la part des personnes qui viennent en accompagnement vers le coach.
On a peur peut-être de se dire ah, je suis pas sérieux si je mange ça à telle heure, etc. Donc je pense que, et je m'en doute, quand je fais des anamnèses avec mes athlètes en accompagnement, parfois j'ai pas tout, mais je le découvre au fur et à mesure et avec la confiance finalement, les personnes arrivent à se livrer, à se confier, à dire bah tiens, en ce moment j'ai un mauvais rapport avec l'alimentation, je suis pas mal stressé, je suis un petit peu anxieux, du coup à tel moment de la journée je peux manger ça, ça m'arrive, etc. Donc peut-être le comportement alimentaire. Ok. Si on parle un petit peu d'alimentation avant course, on va dire dans la semaine avant une grosse échéance, où je suis en plein dedans, donc j'en profite. Ce serait quoi un petit peu les recommandations? Comment est-ce qu'on gère? On parle souvent de recherche glucidique, comment est-ce qu'on gère cette phase-là, selon toi? Ouais, il y a trois objectifs. Le premier, ça va être d'être suffisamment hydraté toute la semaine d'avant course. Donc commencer au moins à J-7 jusqu'au jour de la course à bien s'hydrater pour être top le jour J. Deuxième objectif, ça va être de préserver son confort digestif. Donc pour ça, on arrête tout ce qui va être source de fibres, les produits complets, les légumineuses, etc. à J-4. Et dernière chose à faire, à mettre en place, c'est comme tu l'as dit, la surcharge glucidique. Et ça, en général, je conseille à J-3 d'augmenter de un tiers ses portions en glucides. En général, on a à peu près à 50% d'apport en glucides, ou en tout cas au minimum pour un sportif. On peut passer à 70% jusqu'au jour J pour augmenter ses réserves en glucides. OK. Tu recommandes pas spécialement de mesurer, voilà, c'est juste on augmente un petit peu par rapport à d'habitude, mais c'est pas la peine de parce que tu vois, je me basais sur un bouquin de nutrition que j'ai lu que j'avais lu il y a quelque temps où, bah, le médecin recommandait justement entre 8 et 10 grammes de glucides par kilo Ouais, de c'est poids de ça. corps et c'est vrai que ça me paraît énorme, mais Oui, c'est c'est ça, c'est un très bon indicateur. Euh, Sachant que pour les sportifs, c'est quand même plus adapté de parler en grammes par kilo poids ouais, de corps qu'en pourcentage. Donc ouais, c'est ça, c'est 8 à 10 grammes par poids de corps. Et c'est ce que moi, en tout cas, je mets en pratique sur moi. Et c'est ce que je mets en pratique avec les athlètes. Le seul truc, c'est que ça demande beaucoup d'orgas, comme tu dois le voir. Il faut quand même manger beaucoup et manger beaucoup de glucides surtout. Et pour ça, on peut parfois tricher pour les personnes qui sont un peu plus lourdes et qui ont des besoins beaucoup plus importants. Une femme de 50 kilos, ça va pas être très difficile. Un homme de 100 kilos, ça va commencer à tirer un peu, quoi. Donc pour ça, je pense par exemple à la complémentation en maltodextrine. À chaque repas, se faire un shaker de malto en plus pour choper 200 grammes de glucides en plus, ça peut être utile, selon les cas de figure. OK. Sachant que quand on est à J-3 de la course, souvent, on est en déplacement, on n'est pas forcément chez nous à pouvoir cuisiner aussi facilement qu'on veut, donc il y a toute la logistique à mettre en place. OK. Pour ceux qui seraient pas familiers, est-ce que tu peux développer un petit peu qu'est-ce que c'est la maltodextrine? Ouais, la maltodextrine, du coup, en complément, ça va être, bah, comme son nom l'indique, une complémentation alimentaire en glucides. Et il va y avoir deux objectifs. La première, ça va être les maltos qui vont avoir ce qu'on appelle un DE, un dextrose équivalent élevé. Ça, c'est du coup à index glycémique élevé, ça va plutôt être à prendre pendant l'effort, donc en guise d'apport en glucides. Par contre, attention, il n'y a pas le sodium qui va avec. C'est pas une boisson d'effort qui est complète. Et ensuite, quand le DE est faible, donc proche de zéro, là, la malto va plutôt être utile pour faire les stocks de glycogène. Ça évite de la prendre dès J-3 et d'avoir des pics de glycémie à fond pendant 3 jours. Donc il OK. faut regarder la malto et voir si c'est indiqué dessus, parfois ça ne l'est pas. Donc prenez, si jamais c'est nécessaire pour vous, une malto avec un DE qui est faible, comme ça on peut la prendre dès J-3. Et à l'inverse, le jour de la course, si on en prend, même si je conseillerais toujours une boisson d'effort beaucoup plus complète et déjà prête à l'instant T, là on ira chercher un DE qui est élevé. OK. Et après pour ce qui va être, plutôt alimentation en course, comment est-ce que, on gère son alimentation en fonction de l'objectif? C'est-à-dire, par exemple, si on part sur un ultra de 170 kilomètres, ça va être quoi les éléments à prendre en compte par rapport à un marathon, par exemple? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, il faut juste dissocier les durées d'effort. Quand on est en dessous d'une heure et demie, on a besoin de rien. Au-dessus d'une heure et demie jusqu'à 4 heures, on va être entre 30 et 60 grammes de glucides par heure. Tu vois, 2 heures, 3 heures d'effort, on peut être à 30, 40 grammes de glucides par heure. Par contre, quand on a 4 heures et plus, là, les papiers montrent que c'est intéressant d'aller chercher jusqu'à les 90 grammes de glucides par heure. C'est beaucoup, c'est même énorme. C'est pour ça que le premier conseil que j'ai à donner, c'est de s'entraîner et d'entraîner le système digestif. Le système digestif, c'est aussi des muscles. Il n'y a pas que les biceps et les cuisses.
Donc il faut l'entraîner à l'entraînement. Comme ça, le jour de la course, il n'y a pas de surprise. On a tout testé, pas de nouveauté alimentaire, et puis on peut assimiler une grosse quantité de sucre sans avoir mal au ventre et sans flinguer sa course. Ok, Donc tu vois, sur marathon, tu vas être entre 3 et 4 heures d'effort en moyenne. Globalement, tu peux te mettre entre 60 et 90 grammes de glucides par heure. ok, Donc ça fait un peu de boisson d'effort plus les gels. Sur un ultra, il y a la partie aussi protéines à prendre en compte. Il n'y aura pas que les glucides. Et ça, du coup, c'est une stratégie qui est encore différente. On va commencer à intégrer du salé, et parce que le corps en a besoin, et aussi parce que à l'athlète, ça lui permet de varier un petit peu les goûts. Moi, quand j'ai fait mon Ironman, sur 12h36 d'effort, j'ai fait, pas l'erreur, mais c'était l'expérience de faire que du sucré. Après 8 heures d'effort, je pouvais plus en bouffer, quoi. J'en avais marre. Je l'ai vraiment pris parce que le corps en avait besoin, mais c'était compliqué de prendre de la boisson d'effort 12 heures de suite. ok. Justement, en parlant des gels et boissons d'effort d'ailleurs, plus gel, enfin, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile à assimiler. Qu'est-ce qui fait selon toi que ce soit aussi difficile? Enfin, personnellement, j'ai l'impression, j'ai beau m'entraîner à en manger, ça passe toujours pas, quoi. Donc, est-ce que tu as des explications pour ça? Et est-ce que, à ton avis, il y a encore des innovations à faire sur la conception des gels à l'avenir? Ouais, bah déjà, est-ce que toi, quand tu prends des gels, ils sont caféinés ou est-ce qu'ils sont sans caféine? Alors j'ai essayé les 2. Il y en a Ok. qui en ont aucun, il y en a qui sont légèrement caféinés, donc ils doivent avoir entre 20 et 50 milligrammes, et d'autres, à 100 milligrammes, donc c'est plus, léger le caféine justement. Et tu vois une différence entre les deux? Et bah, j'ai l'impression que le caféine me passe mieux, bizarrement. Alors que Ok, c'est pas forcément logique, j'imagine, mais ok. Bah dans la plupart des cas, c'est vrai que sans caféine, les gens tolèrent mieux, moi y compris. Il y a marqué souvent le terme coup de fouet sur les gels énergétiques avec caféine. Et effectivement, du coup, ça donne un coup de boost avec la caféine qui va masquer la fatigue. Par contre, surtout pendant l'effort, c'est pas toujours très digeste. Si comment on est sensible du ventre, ça peut poser problème. Donc déjà, c'est tester avec et sans et voir ce qu'on tolère. Et surtout, tester plusieurs marques. Aujourd'hui, il y a plein de marques qui existent. Moi, celle qui, à tous les coups, fonctionne, c'est celle de Decathlon, donc la gamme ISO+. Et c'est vrai que pour la plupart, en tout cas, des cas, j'ai eu des très bons retours. J'ai personne qui m'a dit que il y avait des problèmes digestifs avec ça. Sur d'autres marques, par contre, je l'ai déjà entendu. Il y a une marque qui est très à la mode, c'est Morten. Donc le packaging qui est noir et blanc, c'est assez stylé comme ça, mais à ingurgiter, pour certains, c'est plus compliqué. Donc testez et voyez ce que ça donne. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Euh, Quoi qu'il arrive, il faut le faire à l'entraînement. OK. C'est Donc intéressant, tu vois? tester plusieurs marques et faire avec et sans caféine surtout. OK. Bah, tu vois, pour le coup, moi, je crois que c'est les décathlons, tu vois, qui passent le moins. Faudrait que je Ok. teste, ouais, faudrait que j'en teste, d'autres après, ouais, c'est vrai que j'en ai testé quelques-uns, mais pas encore tous, donc à voir, mais Oui, il y a Oversteam sinon qui propose une gamme plutôt grand public. ouais. Et après, ouais, faut vraiment tester différentes marques. Tant que l'apport en glucides te convient par rapport à ton effort, parce que certains sont plus ou moins dosés. Là, par exemple, il y a un mois, j'ai fait un triathlon à Deauville. Je suis parti avec des gels de 40 grammes de glucides, donc ce qui est pas mal. Et je les ai ultra bien digérés. OK. Et après J'ai on plus la marque en tête. Je crois que c'était... Non, j'ai plus la marque en tête. Et la particularité de ces gels-là, c'est que ils étaient sans arôme, donc il y avait aucun goût. ah! OK. Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant aussi, ouais. Parce que le goût Alors peut sur le être moment, c'est écœurant, pas donc très agréable parce que il y a pas de goût et c'est un petit peu bizarre, un peu ouais, frustrant. Par contre, au long terme, bah comme tu dis, il y a pas de, t'es pas écœuré de l'arôme en fait. ouais. Donc tu peux prendre ça toute la course sans problème. OK, ouais, c'est intéressant. Et après en termes de boisson de l'effort, justement, ce qu'on voit un petit peu il y a un petit peu de tout. Ce serait quoi selon toi les critères, pour choisir une bonne boisson de l'effort et qui convient? Un bon apport en glucides et un bon apport en sodium. Donc moi, ce que je conseille, de toute façon, en général, en glucides, elles sont quasiment toutes dosées pareil. C'est d'avoir à peu près 30-40 grammes de glucides par bidon, donc par boisson d'effort par heure. Et avec en sodium, je crois qu'on est aux alentours de 300 milligrammes. OK. Et du coup, ça peut être un bon repère, sachant que derrière, on ajoute les gels, qui eux, par contre, ne contiennent pas de sodium. C'est pour ça que le sodium, on va le trouver dans 90% des cas dans la boisson d'effort. OK. Et pour Hem, le coup, moi, pareil, je conseille Iso Plus de Decathlon. Elle est très bien dosée, elle se digère plutôt bien. Les arômes sont plutôt agréables, sont bons. Donc ça, c'est une valeur sûre. Je sais pas si tu l'as déjà testé. ouais, si, bah, pour le coup, c'est celle que je prends, ouais, par contre.
Ok. Et ouais, Et j'aime ce bien qui aussi, est, ouais. bah top, ce qui est hyper pratique en plus, c'est qu'ils font un format stick. Bah moi, pour l'Ironman, par exemple, j'avais pris ça pour le marathon. J'avais ma gourde que je tenais à la main avec la petite accroche. Et toutes les heures, je mettais un stick de poudre où je diluais avec de l'eau. Et ça me permettait d'avoir ma propre boisson d'effort avec un format stick qui était ultra pratique à emmener sur soi. Ok, c'est intéressant. Et pour les formats plus courts, il y a le gros sachet de poudre qu'on garde à la maison. Ça fait le taf aussi. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter sur l'alimentation en course, un élément qui te paraît fondamental et qu'on n'aurait pas mentionné? C'est une bonne question. Euh, je pense que c'est déjà hyper important de fractionner et de pas prendre trop d'un coup. Je pense par exemple à la boisson d'effort, si on n'est pas assez hydraté avant et pendant, on peut se mettre à boire des grosses quantités d'eau pendant l'épreuve et ça peut vraiment nous freiner, nous ralentir. Parce que concrètement, ça ballonne, hein, on devient beaucoup plus lourd. Donc pensez à fractionner et avec le bon protocole nutritionnel, normalement les gels sont bien étalés, environ toutes les 45 minutes. La boisson d'effort se boit régulièrement sur l'heure d'effort. Donc si on a un bon fractionnement, déjà d'un point de vue confort digestif, c'est plus agréable. Ok. Parlons maintenant un petit peu de NutriPlus, donc la boîte que tu as créée, que tu as mentionnée pendant l'intro. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, comment est né le projet et en quoi ça consiste? Yes, carrément. En fait, c'était il y a 2 ans et demi de ça maintenant, parce qu'on a lancé le projet il y a 1 an et demi, c'était le 2 janvier 2023. On était du coup créateur de contenu à notre échelle avec Lila, mais on créait un petit peu de contenu et surtout on avait une vision sur pas mal d'autres créateurs. Et on se disait ça peut être bien de créer une plateforme où on rassemble des nutritionnistes qui sont compétents pour prêcher la bonne parole et véhiculer les bons messages. On entend un petit peu tellement de tout et n'importe quoi qu'on s'est dit bah, on va créer la plateforme de référence où finalement il y a des personnes compétentes dans différents domaines qui vont tous être spécialisés et créer des masterclass avec leur contenu, leurs expériences et leurs connaissances. Donc on est parti faire un petit peu le tour de France des nutritionnistes. On est parti les rencontrer un par un dans la vraie vie. On est sorti du digital. Ça, c'était super sympa. Et en 2 semaines, on en a vu 10. Donc on a tourné avec tout le monde. Tout le monde a dit oui. Tout le monde était hyper emballé par le projet. Et du coup, maintenant, ça fait 1 an et demi que le projet voit le jour. On a à peu près 25 heures de vidéo, une quinzaine de masterclass, une quinzaine d'experts. Le dernier en tête qui est sorti, c'est Mande Banane, Jérémy Gorski, qui a fait une masterclass incroyable sur la psychonutrition. Moi-même, j'en ai animé une sur la nutrition sportive, sur les bases et les fondamentaux. On a Nouchka Simic qui a fait le triathlon et les sports d'endurance. On a Carolina Vialta qui a fait la musculation. Myriam Felay qui a fait les sports de combat. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les sauces. Et finalement, aujourd'hui, bah, plus de 130 épisodes pour atteindre ces différents objectifs sportifs, santé, bien-être, de poids. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ok, c'est intéressant. Du coup, quand tu as commencé à rencontrer tous ces nutritionnistes et professionnels de la santé, comment est-ce que tu leur as pitché le truc? Comment est-ce que tu les as convaincus justement de rejoindre l'aventure? On va dire qu'il y en avait trois quatre que je connaissais de réseau parce que certains étaient mes profs à l'époque quand j'étais encore étudiant. Et ça, c'était marrant du coup parce que j'étais étudiant et je collaborais du coup en tant que collègue avec mes profs que j'ai inclus dans le projet. Je pense à Manon, à Myriam, à Cindy, à Carolina, ça c'était sympa. Et pour les autres, j'ai démarché sur Instagram en envoyant un message au culot en leur disant voilà, on peut pas vous en dire plus, mais avec Lila, on est en train de créer un projet qui va voir le jour à telle date. Concrètement, l'application, le projet, c'est ça. On n'a pas encore parlé d'application. Est-ce que tu es dispo jour et heure qui t'arrange? On vient de voir, t'as rien à faire, on s'occupe de tout et on t'en dit plus. Et Ok. du coup, certains étaient un petit peu sceptiques, mais finalement, ils étaient très contents de voir tout ce qui se cachait derrière. Donc, nous, on a la chance énorme en fait, parce que je suis pas seul dans le projet avec Lila. On a été incubé dans une agence pardon, de communication qui a le budget et l'équipe nécessaire pour faire un projet d'une telle envergure. Donc on n'est pas de petits jeunes qui sortent de leur chambre avec un projet euh, créé à la main. C'est vraiment toute une équipe où on était une dizaine pendant 6 mois pour le lancement, où c'est sérieux, il y a du budget, il y a vraiment une grosse ambition. Et du coup, je pense que ça a séduit le fait de se dire, OK, il y a quelque chose de sérieux qui est en train de se faire. Ok. Et du point de vue de l'utilisateur, maintenant, comment ça se passe concrètement? C'est quoi un petit peu la promesse derrière tout ça?
Yes, la promesse, c'est que quand on rentre sur l'application, déjà, pour découvrir l'univers et le contenu, on a 2 épisodes offerts. Donc, je vous invite à télécharger l'application NutriPlus, que vous soyez sur App Store ou Google Play pour découvrir ça. Et avec les 2 épisodes, choisissez une thématique qui vous plaît, que ce soit sur la nutrition du sport, sur les compléments alimentaires, les troubles digestifs, sur le comportement alimentaire, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Choisissez un sujet qui vous donne envie et explorez le contenu, ça va vraiment être quali, que ça soit dans la forme comme dans le fond, on a mis le paquet. Et une fois que du coup vous êtes séduit, vous avez le choix entre un pass illimité, trimestriel ou annuel. Voilà, donc on peut soit partir sur 3 mois, soit sur un an, pour avoir accès aux 25 heures de vidéo, et donc avec le pass illimité, à avoir tout le contenu premium. Ok, c'est intéressant. Donc la personne prend un abonnement et ensuite elle a accès à absolument tout ce qu'il y a sur la plateforme. Elle a accès à tout, elle peut regarder d'où elle veut, quand elle veut, ce qu'elle veut, et ça lui permet du coup d'être 100% autonome sur le contenu. L'idée c'est simple, c'est se former soi-même, s'auto-éduquer et en apprendre plus, sachant que les exercices, le but c'est pas de les consommer à l'appel comme des films sur Netflix, le but c'est de travailler derrière avec les conseils qu'on entend. Je pense par exemple sur le comportement alimentaire, où Cindy Rojo, qui était une de mes profs, a fait une masterclass digne de ce nom, où elle parle notamment de rapport à l'alimentation du sportif, parce que c'est vrai qu'on se fait quand même beaucoup de pression au quotidien, et c'est des conseils qui valent de l'or en fait pour retrouver une paix et une harmonie avec son alimentation. Quand on met X objectifs dans l'année et que ça peut être un peu excessif parfois, ça fait du bien de prendre du recul, de lâcher prise et de mettre en place tous ces conseils où même moi en tant que professionnel, j'ai énormément appris. Pour les relectures, avec Léa, on a regardé chaque masterclass 4 ou 5 fois. Donc ça représente plusieurs centaines d'heures de visionnage. À la fin, limite, même si c'est mon projet, je pouvais plus me les voir, tu vois. Mais j'ai tellement, tellement appris que ça a été ultra bénéfique. Et pour moi, qui suis professionnel, et pour quelqu'un qui souhaite en apprendre plus sur son objectif. Ok. Le slogan qu'on peut voir sur ton site, c'est nourris ton esprit et booste ton corps. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ça signifie que la tête et le corps sont liés et que l'un ne peut pas évoluer sans l'autre, que le psychique, surtout en nutrition, est lié avec le physique. Donc, si on veut faire bouger l'un, il faut que l'autre bouge aussi. À quel Et du point coup, on les a deux sont vraiment, liés? bon, je pense à 100%, hein. On le voit tout de suite, de toute façon, quand on s'alimente mal, par exemple, beaucoup de junk food, etc. On est moins concentré, on est moins productif, on a un moins bon état d'esprit, un mindset qui va être plus négatif, on va avoir des sauts d'humeur, plus irritable, etc., etc. Donc c'est autant impactant sur le court terme que sur le moyen, que sur le long terme, tu vois. Le retour sur investissement, il est instantané et aussi à long terme, donc autant bien s'alimenter et surtout autant bien s'alimenter par rapport à son objectif. Ok. Donc concrètement, avec NutriPlus, on peut adapter son alimentation par rapport à ce qu'on veut faire. Que ce soit par rapport au sport, au poids, à la santé, au bien-être. On peut vraiment adapter son alimentation avec des conseils pratiques et faciles à mettre en place. Ok. À quel point, selon toi, enfin comment dire, si, à quel point tu peux analyser une personne en fonction de son alimentation, enfin à quel point tu peux en déduire des choses, c'est-à-dire si une personne te décrit son quotidien alimentaire, à quel point tu vas réussir comment dire, à analyser des éléments de sa personnalité, de son état d'esprit justement. Ça, c'est très difficile parce qu'une alimentation, ça se juge pas sur un repas, une journée ou même une semaine. Ça peut se juger sur plusieurs mois, voire une année entière. Par exemple, si quelqu'un est dans un épisode où il y a une déprime qui dure un peu, ça peut vraiment être le jour et la nuit par rapport à quelques mois où la personne était au top de sa forme. Donc, faut vraiment prendre du recul sur l'alimentation et essayer de regarder vraiment au long terme comment est-ce que ça évolue en général pour voir si l'alimentation est quali et pour pouvoir avoir des hypothèses derrière. Moi, j'aime bien regarder sur un mois. OK, Je fais une première anamnèse semaine 1, une anamnèse semaine 5 et sur un mois, je vois comment est-ce que ça évolue. OK. Concrètement, on va voir tout de suite les personnes qui sont organisées ou pas, celles qui font des meal prep pour essayer de manger plutôt équilibré, même en extérieur, etc. Et celles qui mangent toujours un peu sur le pouce, qui commandent, etc. Ça déjà, d'un point de vue état d'esprit, caractère, on peut voir quelque chose. Et ensuite, on va voir aussi tout ce qui va être problème de stress et de sommeil, sur tout ce qui va être compulsion sucrée ou salée, avec des écarts répétitifs, souvent au même moment de la journée, etc.
Donc ouais, on peut voir quand même pas mal de choses avec l'alimentation. Ok. Et pour ce qui est de NutriPlus, pardon, du coup, ce serait quoi un petit peu les ambitions que tu aurais sur ce projet-là pour les années à venir? Jusqu'où tu aimerais voir la marque évoluer? L'ambition, c'est que du coup, d'ici septembre 2024, on souhaite lancer une formation pour les nutritionnistes et les diététiciens avec Lila, parce qu'on s'est rendu compte que il y avait énormément de professionnels de la nutrition qui étaient diplômés et qui derrière n'arrivaient pas à vivre de leur activité. On reçoit beaucoup de messages sur NutriPlus, que ce soit en message privé sur Instagram ou quand on fait des conférences pour les étudiants dans les écoles, etc., de personnes qui nous demandent des conseils pour se lancer et pour réussir dans le libéral, réussir dans leur activité. Et si je prends mon exemple, on était 25 ou 30 dans ma classe, on est peut-être 3 ou 4 à vivre en tant qu'indépendant. Et je parle même pas de vivre bien, confortablement, sans passer 60 heures devant le PC et sans finalement avoir un revenu instable qui n'est pas une activité pérenne finalement quand on prend du recul. Donc on s'est dit, ok, il y a un vrai besoin. Les gens payent cher des écoles privées comme moi, ça a été le cas, 21 000 euros pour 3 ans avec le DNH, ou bien travaillent très difficilement pour le BTS diététique ou les DUT. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, le BTS diététique, je crois que c'est le BTS le plus dur de France. Donc soit on travaille très dur, soit on dépense beaucoup d'argent, soit les deux. Et derrière, bah, c'est très compliqué de vivre de ce métier-là. Et ça, je trouve ça dommage. Parce qu'avec la nutrition, outre le sport que moi je fais en plus, bah finalement on change la vie des gens. On les aide à mieux vivre, on les aide à vivre plus longtemps. C'est le meilleur cadeau qu'on peut apporter à quiconque. Et donc du coup, pour répondre à ta question concrètement, on va lancer une formation qui va être une formation hybride. Il y aura des modules vidéo pour éduquer les nutritionnistes en autonomie et aussi du coup des appels visio pour qu'on puisse avoir la partie accompagnement et suivre le nutritionniste qui va être incubé chez NutriPlus pour le voir évoluer et pour le mettre sur les bons rails. Donc actuellement, on est en train de faire les scripts avec les tournages qui vont arriver sur Bali. Et du coup, le but, c'est d'apprendre tous les leviers que le nutritionniste a besoin pour se lancer et réussir durablement dans le libéral. Encore une fois, c'est facile de trouver une dizaine de clients, mais trouver une dizaine de clients et les garder toute l'année pour vivre de son métier, ça c'est plus compliqué. Ça passe par quoi concrètement en deux mots? Apprendre à bien se positionner, là où prêchent la plupart des nutritionnistes et des entrepreneurs qui se lancent à leur compte. C'est pour ça qu'on dit que le marché est saturé, c'est parce que tout le monde fait la même chose. Mais si on se niche par rapport à ce qu'on sait faire de mieux, là où on va aider le plus les gens, parce que les gens ne le savent pas finalement, bah c'est là où on va se démarquer, on va sortir du lot, et c'est là où on va trouver des patients beaucoup plus facilement. Une fois qu'on a le positionnement, on crée la bonne offre. Quel accompagnement je vais mettre en place pour vivre de mon activité et apporter un maximum de résultats à mes patients? Et là, il y a une énorme erreur qui se fait, c'est qu'en fait aujourd'hui, le business model d'un nutritionniste ou d'un diététicien, il est erroné, il est dépassé. Les gens proposent des consultations environ à 50 euros, et c'est un petit peu, Inch'Allah, le mec revient 3 mois après, tu vois. Alors que si tu as un accompagnement avec un engagement sur 3 mois, 6 mois, un an, bref, t'adaptes tes tarifs par rapport à ça, la personne, t'es sûr que tu la suis sur du long terme, donc que tu auras un maximum de résultats avec elle, donc tu l'aides plus, et pour toi, du coup, ça te permet d'avoir un revenu qui va être plus onéreux et sur du long terme. Donc au lieu de chercher 50 clients tous les mois avec une consultation à 50 euros la consulte, que tu vas faire tous les 3 mois par exemple, bah, tu proposes un accompagnement à 130, 150, 200 euros par mois, avec un vrai accompagnement, une vraie offre, une superbe expérience client, et ça te permet du coup d'avoir un service un peu plus haut de gamme qui te permet et d'avoir des résultats et de vivre durablement. Une fois que tu as fait le positionnement, l'offre, il te reste simplement à communiquer sur ton offre avec les réseaux sociaux et derrière à savoir bien te vendre pour pouvoir transformer bah, tes patients, enfin tes prospects du coup en patients. Le gros bémol et la bête noire des entrepreneurs qui se lancent à leur compte aujourd'hui, c'est qu'ils savent pas se vendre parce qu'on a tous un peu ce syndrome de l'imposteur. On a un peu peur d'arnaquer les gens quand on leur vend nos services. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vendre, c'est aider. On n'est pas des charlatans, on a étudié dur et on a payé beaucoup d'argent pour se former en tant que nutritionniste ou diététicien. Les gens ont besoin de nous, ou en tout cas ceux qui viennent vers nous. Ils ont besoin de nous et nous on a besoin d'eux. C'est win-win, c'est un bon échange. Nous on les aide à changer leur vie et eux ils nous aident à pouvoir aider un maximum de personnes. Donc voilà, ces quatre leviers principaux
qu'on va avoir dans la formation, savoir se positionner et sortir du lot, savoir créer une offre premium pour avoir une bonne expérience client et dégager un maximum de résultats, savoir bien communiquer avec les réseaux sociaux et savoir se vendre derrière. C'est les 4 leviers qui vont faire que tu décolles et tu exploses dans ton activité. OK, c'est ouais, c'est très intéressant, tu vois? Moi, j'étais loin de me douter que justement il y avait, autant de nutritionnistes et de diététiciens qui avaient du mal à vivre, leur activité et bah, selon toi, justement, quand les gens s'engagent dans ce type d'études, est-ce que tu penses qu'ils pensent justement déjà à ça, à comment trouver des clients et à comment, vivre de l'activité? Ou c'est des gens, voilà, qui suivent leur cursus et une fois terminé, ils se retrouvent devant le fait accompli et ils se disent: «Ah mince, mais c'est vrai qu'il y avait ça aussi comme compétence à développer et on nous l'a pas appris à l'école». C'est une excellente question. Ça, c'est vraiment très différent selon les gens et selon les ambitions de chacun. T'en as qui vont se contenter de ce que l'école apporte. Ça, c'est une très grosse erreur parce que l'école, c'est juste un bagage légal pour exercer derrière. Ce qu'il faut finalement, c'est commencer à travailler et à se former même pendant les études. Comme ça, quand on se lance, on est déjà prêt. On a déjà une vitrine avec un compte Instagram qui tourne bien. On montre déjà et on est visible auprès du grand public. Euh, et tout ça, ça permet du coup de préparer son entrée sur le marché du travail. Là où du coup, certains dans ma classe, y compris moi, on était déjà à fond lorsqu'on était à l'école, ce qui fait que quand on s'est lancé, on avait déjà un débit de patientèle. Il faut pas attendre qu'on nous donne de quoi se lancer. Il faut aller chercher ces choses-là soi-même. Malheureusement, ça, on nous l'apprend pas. Moi, il y a quelques années, je me suis dit, bah, j'aurais adoré avoir une matière entrepreneuriat à l'école, entrepreneuriat, marketing et vente, ce qu'on nous a jamais appris finalement. Bah, le destin fait bien les choses parce qu'avec Mmh. NutriPlus, on est en train de créer ça pour les nutritionnistes. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, on a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de croyances qui nous empêchent de nous lancer. On a le syndrome de l'imposteur, on a aussi le syndrome du perfectionnisme, on manque de confiance en nous avec le regard des autres pour se lancer sur les réseaux sociaux. Il y a plein de facteurs qui font que bah, c'est compliqué de se lancer à son compte et de durer dans le temps. Et moi aujourd'hui, si je propose l'incubateur NutriPlus avec Lila, c'est pas uniquement parce que on a fait le projet NutriPlus où on s'est entouré de tous ces nutritionnistes-là qui fonctionnent déjà très bien. Certains accompagnent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de patients avec des équipes de nutritionnistes. D'autres dépassent des chiffres d'affaires à plus de 10 000 € par mois pour du coaching nutritionnel. Il y a un vrai besoin, il y a un vrai truc à faire et il faut aider ces nutritionnistes à se lancer pour ceux qui ont vraiment envie de le faire. Et du coup, le lien avec NutriPlus, c'est que ça va rester une application mobile pour le grand public, avec toutes les vidéos pour que chacun puisse éduquer, mais aussi pour que les nutritionnistes qui rentrent dans l'incubateur aient accès à toutes les vidéos pour se former eux-mêmes. Quelqu'un de random, quelqu'un de lambda, il n'a pas besoin de savoir les 25 heures de vidéo. Il a besoin de savoir juste ce qui lui intéresse. Par contre, lui, le nutritionniste, même s'il sera positionné et niché sur un besoin particulier, il a besoin de tout savoir parce qu'il ne sait jamais qui va venir le voir en accompagnement derrière. Qu'on ait le diabète, qu'on ait des troubles digestifs, que la personne ait besoin de compléments alimentaires, il faut tout savoir. Et c'est là où NutriPlus rentre en jeu. Outre l'incubateur, il y a toutes les vidéos pour se former à côté. OK, parce que si on regarde le cursus, classique, c'est vraiment on forme des gens, aux bases aux bases, à tous les éléments de la nutrition, de la diététique, mais après on forme pas les gens à être, spécialisés, bah, dans les sports d'endurance, par exemple, dans les sports tout court, dans le diabète, comme tu viens de dire, dans telle ou telle, spécificité, du coup. Ouais, c'est pour ça que c'est hyper important de se former, que ce soit pendant les études, ne pas attendre d'être diplômé pour le faire, et surtout après et toute sa vie. La nutrition, c'est un métier qui est lié à la santé, qui est lié aux études, et les études, ça bouge, ça change. Ce qu'on a appris hier, c'est faux demain, etc. Donc, il faut vraiment avoir ce mindset de toujours évoluer et de jamais prendre pour acquis. Quelqu'un qui pense tout savoir, il sait rien. Quelqu'un qui pense ne rien savoir, en général, il en sait déjà beaucoup. Donc, toujours avoir cet esprit de débutant, un peu comme quand on découvre un nouveau sport, se dire, OK, je connais rien, j'ai tout à apprendre, c'est parti. Là, c'est pareil. Et surtout mettre son ego de côté et sortir de l'ignorance. Tu vois, moi, par exemple, j'ai lancé mon accompagnement en ligne quand j'étais en études de nutrition parce que j'étais diplômé coach sportif. Et je me suis dit, bah tiens, ça va être sympa. Pendant ces 3 ans, j'ai commencé à tâter un petit peu le terrain, à voir comment est-ce que je peux proposer mon accompagnement et aider les personnes de mon entourage avec des programmes parce qu'on m'en demandait beaucoup à l'époque. J'ai commencé à faire quelques vidéos sur Instagram, etc. Et 5 ans après, quand la plupart de mes collègues ont abandonné parce que c'était compliqué et qu'ils n'étaient pas formés pour, donc ils savaient pas comment faire, bah moi j'ai persévéré
Et tu vois, 5 ans plus tard, avec 4000 abonnés même pas sur Instagram, je vis confortablement mon activité en travaillant une demi-journée par jour parce que le reste, je l'accorde à NutriPlus. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup d'abonnés pour vivre de son activité. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de clients, beaucoup de patients. Il faut juste les bonnes mécaniques, les bons protocoles et être formé sur les bons leviers. Ça, c'est ce que j'aurais adoré avoir depuis le début. Les choses ont fait que je me suis formé avec les années et que je l'ai appris très tard. Avec Lila, tu vois, on a dépensé plus de 10 000 euros dans des formations ces 3 dernières années. C'était la meilleure chose qu'on ait fait de notre vie. Parce que on s'est amélioré nous-mêmes et forcément, on a encore plus aidé nos patients par la suite. Si on est meilleur dans notre travail, forcément, il y aura encore plus d'impact avec les gens qu'on accompagne. Donc, il faut pas hésiter à sortir de l'ignorance et à mettre son ego de côté, à savoir que avec des gens qui ont déjà fait ce que nous on veut faire, on ira plus vite et plus facilement vers cet objectif qui est de réussir à vivre du libéral. Donc, pas Ok. hésiter à se dire, ok, je sais pas tout, c'est pas grave, je vais apprendre. Et même si je dépense de l'argent dans l'investissement, comme son nom l'indique, c'est un investissement. Derrière, il y aura un retour. Ouais, je suis ouais, 100% d'accord avec tout ce que tu nous dis. Peut-être juste une question sur la formulation des offres. Étant donné qu'on est quand même dans le domaine de la santé, est-ce qu'il y a des régulations quand même à ce niveau-là ou est-ce que en tant que diététicien, on a le droit de faire un petit peu, enfin, de proposer les offres que l'on veut? Ou est-ce que ouais, il y a des choses à respecter? Alors, il me semble que pour le côté diététicien, comme c'est médical, on n'a pas le droit de faire de la publicité. Ok. Donc, c'est là où, du coup, nous, on va devoir faire bien les choses. Euh, Il y a un gros travail qui va se faire sur le démarchage parce que nous, on connaît un nombre incalculable de nutritionnistes grâce au projet NutriPlus. Donc, finalement, on va déjà pouvoir approcher beaucoup de ces professionnels qu'on a connus dans la vraie vie avec les études et qu'on connaît avec les réseaux sociaux en leur disant, voilà, est-ce que tu es satisfait de ton activité et de ce que tu arrives à en faire aujourd'hui? Si c'est pas le cas, ce qui va être le cas pour 90% des gens, et encore une fois, c'est pas grave, c'est normal, on n'a pas été formé pour ça, bah du coup, on va pouvoir leur proposer la solution. Et outre le démarchage qui va être un gros travail, il y aura du coup de la publicité en ligne. C'est juste que du coup, on va pas inclure le mot diététicien, ça sera le mot nutritionniste, Ok. qui globalement est la même chose. Tu travailles en tant que professionnel de la nutrition, le diplôme, on s'en fout, et les gens s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on les aide. Quand on va chez le médecin, j'aime bien dire que, un exemple que j'ai déjà entendu, on s'en fiche de savoir de quoi est fait le plâtre quand on a le bras cassé. Nous, ce qu'on veut, c'est que on guérisse, c'est tout. Et bah, du coup, pour les gens, c'est pareil. Ils veulent, pardon, qu'on les aide à perdre du poids, ils veulent qu'on les aide à prendre du muscle, à reprendre confiance en eux. Derrière le diplôme, ils s'en fichent. Donc voilà, faut vraiment penser comme ça. Et pense regagner confiance en soi, ça fera du bien parce que on est beaucoup à avoir eu ce syndrome de l'imposteur au départ. Et c'est dommage parce que ça nous empêche d'éclore et d'évoluer à notre plein potentiel. Ok, c'est intéressant. Et toi, du coup, à titre perso, quand tu as lancé NutriPlus, comment est-ce que tu as fait pour trouver tes premiers clients, pour développer le projet au début et pour poursuivre ensuite? Alors du coup, je parle du coup pour mon activité d'accompagnement, c'est ça? Bah, l'ensemble, ouais, les 2, que ce soit toi ou même, ouais, au sein de NutriPlus, comment est-ce que tu as trouvé tes premiers clients? Alors NutriPlus, du coup, nous on a fait pas mal de publicité, donc avec le paid media, c'est-à-dire que du coup, on avait des publicités payantes qui ramenaient pas mal de leads de personnes finalement, et qui derrière étaient converties avec les abonnements, et aussi pas mal avec le bouche-oreille, parce qu'encore une fois, on a un gros réseau, et on avait négocié un post collab avec tous les nutritionnistes de NutriPlus, donc ça a fait énormément de visibilité. Et deuxièmement, pour le côté accompagnement que je propose donc en tant que coach et diététicien Hugo Bachmann, UB Trainer, ça du coup c'est quelque chose que j'avais déjà mis en place quand j'étais en études en nutrition. Donc j'avais déjà une dizaine de clients, patients on dit dans la nutrition, nous dans le coaching sportif c'est plutôt des clients. Et là aujourd'hui, j'ai vraiment solidifié mon accompagnement, j'en ai fait quelque chose de premium avec uniquement 10 athlètes que j'accompagne tous les mois, avec des durées d'engagement différentes selon les objectifs. J'ai des personnes que j'accompagne pour 1 an parce qu'il y a un Ironman au bout du compte, et d'autres qui préparent seulement leur premier 10 km ou leur premier semi, qui est déjà très bien. Et là, ça va par exemple être 4 mois de préparation. OK. Voilà. À savoir qu'en septembre, du coup, je vais ouvrir 5 places supplémentaires
parce que je vais avoir une autre organisation et je vais prendre plus de temps pour moi. Et comme aujourd'hui, je reçois une demande de coaching par jour, ça me permet du coup de vraiment pouvoir bien filtrer les profils les plus sérieux, les plus déterminés. Et du coup, je vais pouvoir libérer 5 places pour être à 15 athlètes par mois. OK. Est-ce que tu tiens à accompagner tes athlètes toi-même? T'as pas forcément envie de recruter, d'autres coachs pour t'aider sur cette partie-là? J'y ai pensé pour m'aider à prendre plus de monde en charge. Mais déjà, il y a le côté où j'aime tout faire moi-même, un petit peu tout contrôler. Et je sais que c'est pas forcément une bonne chose pour évoluer, mais c'est là où la passion prend le dessus sur le business. Je préfère vraiment faire tout moi-même et être sûr que c'est bien fait pour l'instant. Et si plus tard je dois me faire accompagner parce que vraiment ça explose encore plus, je le ferai, mais je prendrai le temps d'être accompagné avec la bonne personne, de trouver le bon coach qui va m'épauler. Pour l'instant, je fais tout moi-même et puis je prends beaucoup de plaisir à le faire. OK. C'est en visio, c'est pas pareil qu'en physique, mais il y a quand même du lien que je crée avec mes athlètes. Et les voir évoluer, c'est vraiment ce pourquoi je me réveille le matin, quoi. C'est impacter la vie des autres et les aider à changer leur vie. Quand on démarre un accompagnement, on démarre pas un accompagnement pour courir plus vite sur un 10 km. On le fait parce que on va s'infliger une discipline au quotidien qui va nous changer, nous mettre un coup de pied aux fesses, où on va gagner en mental, on va gagner en confiance en nous, en estime de nous, on va s'épanouir au quotidien parce que qui dit plus de sport, qui dit mieux manger, dit qu'on est beaucoup plus en forme au quotidien. C'est un changement de vie finalement qu'on investit avec l'accompagnement. Et je suis fier de le faire avec les personnes qui me font confiance. OK. Avant de passer aux 3 questions de la fin, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé aborder ou un message que tu aimerais faire passer? Ouais, j'aimerais dire à toutes les personnes qui nous écoutent que on est beaucoup plus fort que ce qu'on pense. Malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de croyances qui nous empêchent d'évoluer, que ça soit le regard des autres, le perfectionnisme ou le syndrome de l'imposteur. Ce qu'il faut, c'est vraiment supprimer ces croyances-là pour changer d'identité et se dire, OK, je suis capable de réaliser tout ce que j'ai envie de faire. Et si ça marche pas, au moins j'ai essayé, pas de regret, j'aurais tenté. Et pourquoi je dis qu'on est beaucoup plus fort? Parce que quand on arrive à supprimer ses croyances, on est capable de faire des choses qu'on aurait pensé inimaginables. Moi, quand j'ai fait mon Ironman, un an avant, je pensais que c'était quelque chose accessible, quasiment que pour des athlètes de haut niveau ou des papas avec 20 ans d'endurance dans les pattes. Finalement, en quelques mois, j'ai réussi à me préparer à le faire. Et je pensais que c'était impossible tout simplement avant. Donc il faut pas hésiter à briser ses croyances et un petit peu à s'en sur les doigts, pour être vulgaire, et à se dire, ok, ça me fait rêver, je fonce. J'y vais de la bonne manière, mais je le fais. Voilà. OK. On Toi, est c'est bien plus quoi fort que ce qu'on pense. c'est un beau message. Mais toi, justement, c'est quoi qui t'a aidé à faire, péter toutes ces barrières, toutes ces croyances limitantes? Ça a été tout simplement de passer à l'action. Quand j'ai fait un petit triathlon pour démarrer, je me suis dit, ok, je vois à peu près comment ça fonctionne. Je prends mes marques avec le triathlon, avec ce nouveau sport. Et sur un coup de tête, on s'est lancé le challenge du Alpha Ironman qu'on a fait à Deauville avec deux amis à moi. Et je l'ai préparé en 3 semaines alors que j'étais débutant en triathlon. Donc je me suis ramassé le jour J. Mais je me suis dit, si en 3 semaines j'arrive à faire un Alpha Ironman avec 1200 mètres de dénivelé sur 90 bornes à Deauville, ce qui est énorme, et c'est pour ça qu'on est allé, on savait même pas ce que c'était 1200 mètres de dénivelé, bah, je me dis avec une bonne prépa, un Ironman, ça peut le faire. Et du coup, en fait, on a brisé notre croyance que c'était impossible, on a tracé. Alors oui, ça a été des sacrifices et des priorités en tout cas, mais au bout du compte, on a passé la ligne d'arrivée et ça a été envisageable, c'était possible. Il faut se le prouver à soi-même en fait. OK. Et surtout ne pas attendre d'avoir toutes les réponses pour se lancer. Souvent, on veut être sûr à 100% avant de faire quelque chose, non. T'as une partie des réponses, le reste, tu les trouveras sur le chemin. OK. Ah, c'est un beau mot de la fin. Et toi, c'est Hem, quoi qui t'aide à briser tes croyances? ouais, je pense que c'est le passage à l'action aussi comme tu dis, aussi le fait de se dire: «Bah, s'il y en a qui y arrivent, pourquoi pas moi?» en fait, quoi. Voilà, tu pas plus bête Ouais, qu'un autre, carrément. donc ouais. T'es pas plus bête qu'un autre, t'as deux bras, t'as deux jambes. Maintenant, c'est le mental qui fait la différence. Du coup, pour, conclure l'interview, j'ai 3 petites questions rapides à te poser. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué pendant ton parcours? Non, j'ai pas de livre qui m'a particulièrement marqué, sauf un qui m'a peut-être euh, permis de beaucoup mieux m'organiser au quotidien et d'avoir un autre rapport à la vie et notamment au temps. C'est un livre de Fabien Olicard
sur comment mieux gérer son temps. J'ai pas le livre exact en tête, mais en fait, tu prends clairement conscience en lisant ce livre, et ça m'a mis une claque, que j'étais très désorganisé, je gérais très très mal mon temps, et que du coup, c'était une dette d'énergie énorme au quotidien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être ultra bien organisé parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Ça me permet de pouvoir m'entraîner quand je veux, de faire tous mes coachings en 4 heures par jour maximum et d'avoir beaucoup plus de temps pour le perso. Je suis un petit peu moins dans le no pain no gain dans la vie, dans le travail, etc. Je suis beaucoup plus dans l'efficience. Moi maintenant, je veux faire le minimum d'efforts, mais avec le maximum d'impact. Et plus travailler comme un bourrin 70 heures par semaine pour peu de résultats. Ça Ok. rejoint un peu la formation pour l'incubateur qu'on est en train de créer pour les nutritionnistes avec NutriPlus. C'est que j'ai beaucoup travaillé pour peu de résultats sur les premières années. Et maintenant que j'ai les bonnes mécaniques parce que je me suis formé et que ça paye, bah, je travaille beaucoup moins et j'ai beaucoup plus de résultats. Donc voilà, il faut pas hésiter à investir beaucoup au départ pour peu de rendu, parce qu'à la fin, ça s'inverse. Ok. Je crois que c'est Votre temps est infini, de mémoire le titre du bouquin. Exact. Et ouais, je l'avais lu aussi il y a quelques années, et c'est vrai, ouais, je te rejoins là-dessus. Il se lit très bien déjà, je trouve, et c'est vrai que ça va droit au but et ça résume vraiment les éléments importants, je trouve. Ouais, et Hum, puis ça permet de beaucoup plus apprécier le quotidien. Tu prends conscience que tu es beaucoup trop sur les écrans, que on se disperse pas mal, etc. Et finalement, en tant qu'entrepreneur, en tout cas où le travail a une grosse part dans le quotidien, bah, tu te rends compte qu'il faut aussi accorder beaucoup d'importance au perso parce que si tu te mets à 100% dans le pro, au bout d'un moment, ça va saturer. Et moi, je l'ai senti ces derniers mois, surtout depuis que je sais que je pars à Bali et pour me focus sur le travail à l'étranger, j'ai levé le pied complètement parce que j'ai fini par saturer de l'excès de travail, tu vois. Donc, ouais, c'est un très bon livre. Deuxième question, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi? J'aimerais laisser, j'aime pas trop ce mot, mais l'image de quelqu'un qui n'a jamais abandonné et qui a toujours fait le maximum. Je m'en fiche de échouer parfois, de rater ou même de réussir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment plus le résultat, c'est le processus et le fait de se donner à 200%. J'aime vivre intensément et faire les choses à fond. Donc, ouais, montrer l'exemple aux autres en inspirant et dire, OK, ce qui compte, c'est pas de faire parfaitement, c'est d'être à 200%. Ok. Et troisième question, est-ce que tu aurais une petite anecdote de sport à nous raconter? Ah, si on veut reparler du Alpha Ironman qu'on avait fait à Deauville, où on s'était pas préparé et on a découvert ce que c'était 1200 mètres de dénivelé pendant la compétition. Il y avait une côte qui s'appelle la côte de Saint-Laurent, qui était de 15 à 20% sur à peu près 500 mètres. Et là, j'ai posé le vélo j'ai posé les pédales, j'ai posé les pieds par terre, pardon, en pleine montée sur la deuxième boucle, parce que j'avais tellement de crampes qu'en fait, j'allais me casser la gueule si j'allais continuer. Et là, je me suis dit, ok, t'es en train de faire un triathlon, tu marches à côté du vélo, c'est chaud. Donc, ça m'a motivé pour bien préparer sur l'Ironman qui a suivi juste après. Ok. J'avais tendance à me dire que quand j'ai les fesses sur une selle, c'est pas compliqué, c'est facile. Mais non, 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 pas du tout. Si jamais ça monte, il faut pouvoir avoir les cuisses pour assumer l'effort. Et ouais, c'était une drôle de sensation de voir les autres monter à vélo alors que je marchais, mais c'était le premier, et c'était pas grave, je me suis pas mis la pression. En plus, les côtes, je pense que c'est plus difficile en vélo qu'à pied au final, parce que c'est vrai que tu peux pas tricher à part pousser le vélo, tu peux pas, tu peux pas faire grand-chose, alors qu'à pied, tu peux toujours marcher. Ouais, et d'ailleurs, cette côte-là, je l'ai refait quand j'ai fait mon triathlon à Deauville. J'ai fait un M avec des amis. Pas de grosse prépa, c'était juste pour le plaisir. Et cette fois-ci, du coup, j'ai pas posé le pied par terre, j'ai vraiment fait à fond. Par contre, au moment où je la fais, t'as un mec qui se casse la gueule, bah, en vélo, du coup, juste devant moi. Il fait tomber le mec à sa gauche. Donc, il y a la moitié de la piste qui fait littéralement 5 mètres de large, qui est occupée parce que des personnes sont au sol. Le mec à droite, de l'autre côté, il a peur de tomber aussi, donc il pose le pied par terre. Et j'ai littéralement peut-être 30 centimètres pour passer. Donc là, je me mets en danseuse sur le vélo, en petit chat, quoi, et j'arrive à me faufiler. Je crois que je tape un peu le mec qui vient de tomber juste à côté. Et au dernier moment, sans tomber, j'arrive à passer le truc. Mais c'était une extremis, et ça montre à quel point c'est vraiment pas une blague, ce niveau de côte, et qu'il faut vraiment s'entraîner quand on a des compètes avec du gros dénivelé. Mais écoute, on arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation.
Juste avant de se quitter, est-ce que tu aurais des liens à partager à nos auditeurs pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais? Yes, tout à fait. Pour ce qui concerne du coup mon accompagnement, pour celles et ceux qui souhaitent devenir forts, endurés et athlétiques avec un accompagnement hybride, ce sera un plaisir de vous accompagner. Et pour ça, c'est tout simple. Vous pouvez du coup me suivre sur Instagram. Donc mon compte c'est UBTrainer, UB pour mes initiales Hugo Bachmann et trainer pour entraîneur en anglais. J'ai un lien dans ma bio qui commence avec un petit parcours, avec un questionnaire. Ça me permet d'avoir des infos sur vous et derrière des pushs en visio pour que je puisse vous rencontrer et voir si jamais je suis capable de vous accompagner. Et si oui, du coup, on pourra parler de l'accompagnement. Donc si jamais du coup vous souhaitez être accompagné par moi-même, ce sera avec grand plaisir. Et du coup, je vous laisse cliquer sur mon lien en bio. Pour ce qui concerne du coup de l'incubateur NutriPlus qu'on est en train de créer et qui va sortir courant septembre 2024, ça pour le coup, j'ai pas encore de proposition à vous faire. La seule chose que je peux vous proposer pour l'instant, c'est de m'envoyer un message sur eBayTrainer également sur Instagram et de me dire que vous êtes intéressé. Ça me permettrait du coup de noter votre contact et de vous recontacter pour la sortie, peut-être même avant que ça sorte au grand public, pour que je puisse vous contacter en priorité, connaître vos besoins, et encore une fois, si on est en mesure de vous accompagner avec l'incubateur, ce sera un plaisir de vous y faire entrer. Ok, eh ben, écoute, je mettrai toutes les infos en description. Sur ce, je te remercie pour ton temps et je te souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et beaucoup de réussite pour la suite. Je te remercie Elodie, merci à tous pour votre écoute si vous êtes encore là, et puis à bientôt tout le monde. À bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de prendre 2 minutes pour vous abonner et laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast et ou votre plateforme d'écoute préférée. Si vous nous regardez sur YouTube, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Je compte sur vous, c'est important, surtout au démarrage, donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast Peace and Flow.